Bonjour à tous. Faut-il renforcer davantage les mesures sanitaires contre le Covid en Guadeloupe? Notre économie se remettra-t-elle de cette crise? Et quand? Est-ce vraiment le moment de relancer la contestation sociale en Guadeloupe? La sénatrice socialiste Victoire Jasmin est l'invitée de Franc-Parler. Bonjour Victoire Jasmin. Bonjour et merci de me recevoir chez vous aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est un plaisir, merci d'être là. Il faut tout faire pour que l'un des variants du Covid n'entre pas en Guadeloupe? C'est vrai qu'il y a plusieurs variantes. On parle évidemment de toutes ces mutations qu'il y a eu et que depuis un certain temps, nous sommes au courant qu'il y avait ces mutations. Maintenant, on en parle davantage et elles sont réelles. C'est vrai qu'il faut tout faire et tout mettre en œuvre pour éviter. Mais ce n'est pas si évident que ça parce que bon, c'est un virus qui n'est pas visible comme ça à l'œil nu. On ne peut que prévoir en fait et anticiper, donc renforcer les mesures qui sont déjà celles que nous utilisons aujourd'hui pour éviter en tout cas qu'il y ait plus de personnes atteintes et pour éviter également la catastrophe parce qu'elle est humaine, elle est économique, elle est sociale et environnementale également. Donc nous devons tout mettre en œuvre en tout cas pour limiter les dégâts. Le renforcement des mesures sanitaires actuellement en vigueur depuis lundi, ça va dans le bon sens? Ça va dans le bon sens et puis bon, maintenant on doit plus que jamais faire attention parce que c'est quand même l'État, ça tue, il faut le savoir. Bon, maintenant il y a des débats pour savoir si ce virus est beaucoup plus virulent que des précédents, donc quel que soit le virus, en tout cas nous devons tout faire pour éviter le pire. Donc on doit continuer à faire en sorte que nous soyons tous protégés et que nous puissions protéger tout le monde en tout cas. Oui. Et s'il faut passer à un autre stade, vous êtes pour? Un autre stade, ça dépend quand même, parce que là, je vois que les atteintes à la liberté sont quand même... là, bon, c'est nécessaire qu'il y ait un certain nombre de restrictions sur notre vie. Toutefois, il faudrait quand même limiter les choses, donc faire de la pédagogie. Bon, ça a été fait depuis le premier confinement. Je crois que tout le monde sait déjà ce qu'il faut faire. Nous devons intensifier nos actions, évidemment, et puis pour tout ce qui est de la distanciation, prendre en compte. Et puis maintenant, on parle plus de masques FFP2 dans certaines circonstances. Donc, pour les personnes qui ont la possibilité de les mettre, eh bien, il faudrait effectivement les mettre et puis se protéger, continuer à faire ce travail-là. Bon, moi, je reste cependant optimiste parce que je crois en l'homme, je crois en nous, parce que nous avons l'instinct de survie. Donc, je crois que nous allons faire en sorte que ce virus n'arrive pas. Mais comme je dis, on ne peut pas savoir non plus, on ne peut pas préjuger de la capacité, eh bien, parce qu'il y a beaucoup de mouvements de population. Hein, on part d'un pays à un autre. Enfin, bon, il y a des brassages de population tels que nous ne pouvons pas non plus préjuger de la capacité due à ces échanges, en tout cas. Donc, on verra bien. Mais je souhaite vraiment que nous n'ayons pas à déplorer ce virus, en tout cas, et des morts à cause de ce virus sur notre territoire. Il faut se faire vacciner? Eh bien, pour les gens qui ont choisi de se faire vacciner, ils ont le libre choix de le faire. Donc, c'est à chacun de voir. Ce n'est pas votre cas? Personnellement, pour le moment, je ne suis pas prête pour ce vaccin. Je voudrais bien attendre qu'il y ait un vaccin qui soit à partir du virus lui-même et pas avec un ARN messager. Donc, mais ça, je laisse le choix et la libre liberté de chacun. Donc, c'est à chacun de faire l'appréciation. Mais pour ma part, ce vaccin-là ne me convient pas. Mais si je ne suis pas contre la vaccination, il faut bien faire la différence, il faut dissocier les choses. Moi, je suis très pour le vaccin. J'ai 3 enfants qui ont eu tous les vaccins obligatoires. Moi-même, j'ai tous les vaccins. Et je crois que c'est important de se faire vacciner. Mais personnellement, le vaccin à ARN messager ne me convient pas. Donc, j'aurais souhaité que les autres vaccins qui ne sont malheureusement pas encore, qui n'ont pas encore reçu les autorisations de mise sur le marché, eh bien, dès que ces vaccins seront prêts, eh bien, je suis prête à me faire vacciner. Alors là, effectivement, il y a aussi le fait qu'il y ait aussi de nombreuses variantes. Donc, on verra bien si c'est un peu comme le virus de la grippe où il y a beaucoup de variantes et pourtant il y a quand même des vaccins. Donc, mais moi, je ne suis pas hostile au vaccin. Je veux bien dissocier les choses. Je ne suis pas hostile à la vaccination, mais à ce vaccin-là, personnellement, mais là, je parle pour moi. Vous demandez plus de fiabilité? Oui, je voudrais qu'il y ait un peu plus de recul. Un peu plus de recul. Mais parce qu'il n'y a pas suffisamment de bibliographie. Enfin, bon, il y a des personnes qui ont fait semblant ou qui ont reçu le vaccin. Il y a probablement des personnes qui l'ont reçu vraiment. Et il y a des personnes qui ont fait comme dans les films. Parce que j'ai déjà vu des interventions chirurgicales aussi à la télé. Mais je ne vais pas non plus, et non là encore, préjuger de la bonne foi de ceux qui sont pour le vaccin et pour ceux qui le diffusent et qui incitent à le prendre. Donc il faudrait que chacun prenne ses responsabilités et on est dans un état de droit et de liberté.
Donc chacun doit faire son choix. Donc moi j'ai 3 enfants, ils ont le libre choix de se faire vacciner ou pas. Donc je ne serai pas hostile non plus là encore. Très bien. L'impact de cette crise sanitaire, Victoire Jasmin, sur notre économie est chaque jour un peu plus marqué. On le voit pour le tourisme notamment. Les entreprises doivent être aidées davantage pour éviter un désastre. Oui, alors il y a plusieurs niveaux. C'est vrai qu'il y aura beaucoup à faire parce qu'il y a plusieurs niveaux et plusieurs catégories d'entreprises. C'est vrai qu'il y a des travailleurs indépendants qui payent un lourd tribut. Il y a des très petites entreprises qui aussi ont des difficultés, qui avaient déjà des difficultés de toute façon et qui n'ont pas pu prétendre aux différentes aides que le gouvernement avait mises en place, dans la mesure où beaucoup d'entre elles étaient déjà en difficulté par rapport aux charges sociales et fiscales qui n'étaient pas forcément à jour. Et ces entreprises, en tout cas certaines d'entre elles, pas toutes, mais celles qui étaient en tout cas dans cette situation, là n'ont pas pu prétendre aux différents dispositifs qui ont été mis en œuvre. Donc là, c'est un problème. En plus, il y a d'autres types d'entreprises qui ont eu, par exemple, à faire des prêts garantis par l'État. Et ces entreprises qui l'ont fait, qui n'ont pas encore retrouvé vraiment un chiffre d'affaires leur permettant à la fois de rembourser les prêts et d'avoir une activité comme par le passé, en tout cas comme en 2019 par exemple, eh bien ces entreprises-là sont en très grande difficulté. Et là, j'ai récemment, lors de l'audition du ministre des Outre-mer, M. Lecornu, il y a quelques jours au Sénat, eh bien je l'ai interpellé sur cette situation des entreprises. Là, j'ai vu qu'il y a quand même un certain nombre de mesures qu'ils ont proposées pour ces entreprises concernant la possibilité de différer les remboursements. Donc, je crois que j'ai peut-être été entendu ou peut-être qu'ils avaient déjà l'intention de le faire. Toutefois, il y a des entreprises qui sont encore en très grande difficulté. Et là, les conséquences sont sur les emplois, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver au chômage, des personnes qui étaient déjà dans des situations très fragiles, des entreprises qui étaient fragilisées aussi de par leur capacité, l'objet même de leur vie quotidienne. Eh bien, aujourd'hui, on sait que la situation elle est très très fragile. À cela s'ajoutent toutes les autres entreprises qui étaient déjà, je dirais, en difficulté, mais qui avaient des difficultés par rapport aux différentes charges, des entreprises qui fonctionnaient, hein, mais du fait qu'elles ont été fermées pendant un certain temps, alors ça ne leur a pas permis d'utiliser leur stock, de vendre leur stock. Ils ont eu aussi, pour certains, des produits qui arrivaient avec des dates de péremption. En fait, donc là, c'est vraiment très compliqué. Et la suite, c'est surtout pour l'agriculture. Alors moi, je pense que nous devons profiter de cette occasion pour travailler davantage sur l'agriculture, que nos différentes chambres consulaires puissent travailler, et comme ils le font déjà, mais en fait davantage, pour permettre aux différents acteurs économiques, sociaux, et de pouvoir s'en sortir et de mieux se coordonner pour l'avenir, parce que là, ça a permis de voir aussi que nous étions trop dépendants d'autres lieux, et on attendait trop les autres. Donc il faut que nous puissions être beaucoup plus autonomes dans ce que nous faisons, dans les choix que nous faisons, dans la pertinence de nos choix, pour que nous puissions de plus en plus faire face à ce genre de situation. Parce que là, nous avons une crise sanitaire, c'est vrai, mais nous sommes des territoires, en tout cas pour ce qui concerne la Guadeloupe, qui est un archipel, nous devons faire face également aux risques naturels majeurs. Et de plus en plus, nous voyons avec le réchauffement de la planète, eh bien, qu'il y aura des conséquences de plus en plus dures et de plus en plus durables. Donc il va falloir que nous puissions nous coordonner, nous organiser en tout cas, pour permettre de voir différemment, d'appréhender différemment les différentes possibilités qui s'offrent à nous, parce que nous avons un potentiel que nous ne mettons pas suffisamment en évidence et que nous ne valorisons pas suffisamment, et c'est sans doute l'occasion de le faire. Très bien. Le pire qui pourrait nous arriver, c'est un reconfinement ? Le pire qui pourrait nous arriver, ce serait un reconfinement, mais ce serait probablement irréversible à ce moment-là. Parce que les gestes que le gouvernement a pu faire jusqu'à maintenant ne sont déjà pas suffisants, d'après les personnes qui en ont bénéficié. Et si on devait se retrouver avec un autre confinement, ce serait catastrophique. Alors ce serait catastrophique économiquement, humainement aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que depuis le confinement, il y a beaucoup de personnes qui ont des pathologies mentales, des personnes qui étaient déjà fragiles de par leur isolement, des personnes âgées qui jusqu'à maintenant ont bénéficié quand même de l'aide des associations, des bénévoles et des salariés des associations d'aide à la personne. Mais aujourd'hui, les gens vont vivre différemment, parce que le premier confinement, nous l'avons vécu parce que les gens ne savaient pas trop ce qui se passait. Ils voyaient quand même à la télé le nombre de morts qu'il y avait et tout. Maintenant, avec le recul, je ne pense pas que les gens vont vivre les choses de la même
même manière. Donc nous devons tout faire pour l'éviter également. Toutefois, je reste persuadée que si la situation empire, eh bien, pour limiter effectivement la propagation du virus, il va falloir évidemment reconfiner. Mais pour le moment, je crois qu'en Guadeloupe, nous avons quand même su réagir, après septembre surtout, parce que pendant les vacances du mois d'août, il y a eu, effectivement, les gens se sont relâchés, mais quand il y a eu le confinement de septembre dernier, alors c'était la Guadeloupe et Marseille qui étaient confinés, je crois que ça a créé un électrochoc. Donc là, les gens ont apprécié différemment les différentes mesures qui leur étaient demandées. Et je crois que au mois de décembre dernier, nous avons vu que parmi les destinations les plus prisées, c'était la Guadeloupe, simplement parce que les données qui nous concernaient étaient beaucoup plus favorables. Et nous n'étions ni en confinement, nous n'avions pas toutes les restrictions qu'on pouvait retrouver ailleurs. Et non, pas du tout. Au contraire, il n'y avait pas de couvre-feu. Au contraire, les gens ont pu sortir. C'est vrai qu'il n'y avait pas la possibilité de se retrouver en trop grand nombre et en trop grand groupe. Et il y avait quand même un certain nombre de limites. Mais ça a permis quand même aux familles de se retrouver un petit peu. Et dans certains domaines, en tout cas de l'hôtellerie, on a vu quand même qu'il y a eu des personnes qui sont venues, ce qui a donné une bouffée d'oxygène, je dirais. Oui. Donc maintenant, après 15 jours, un peu plus de 15 jours après, on voit bien qu'il n'y a pas eu non plus, à part quelques clusters qui ont été identifiés, mais on n'a pas eu des effets de rebond, ce qui est quand même une bonne chose parce que tout le monde appréhendait cette période et leurs conséquences éventuelles. Parfait. La tension sociale semble vouloir s'exprimer avec ces appels à la mobilisation des syndicats en Guadeloupe. C'est vraiment le moment de remettre le couvert du LKP ou c'est pas un peu suicidaire? Je ne pense pas que ce soit le moment de faire... non, le LKP, c'était une période et je ne pense pas qu'on va réussir à mobiliser en une telle période tous les acteurs. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de problèmes, on ne peut pas les ignorer. Moi, je crois qu'il faut que chacun, à tous les niveaux, qu'on puisse régler les problèmes qui sont en cours parce qu'il est nécessaire qu'il y ait un dialogue social apaisé. Il est nécessaire également que les problèmes qui n'ont jusqu'à maintenant pas trouvé de solution essayent, en tout cas qu'il y ait à la fois de la part que ce soit des représentants du personnel, des syndicats, mais aussi des entreprises et des entrepreneurs, qu'il y ait une autre façon de dialoguer. Pas forcément de mettre le chaos, parce que ce n'est vraiment pas le moment, parce que depuis ce confinement, et je le disais, il y a des personnes qui sont des chefs d'entreprise qui sont très fragiles psychologiquement, mais il y a aussi à tous les niveaux, au niveau scolaire, quand on regarde que ce soit au niveau scolaire, universitaire, à tous les niveaux, il y a des personnes, ça ne paraît pas, on ne voit pas, on ne lit pas dans les yeux des gens, on ne le voit pas sur la tête de quiconque, et pourtant on sait très bien qu'il y a des personnes qui vont très mal. Donc la situation est telle qu'aujourd'hui, il va falloir régler les problèmes parce qu'on ne peut pas non plus faire l'opacité. On ne peut pas rester comme ça dans une situation où il y a beaucoup de non-dits, où il y a une tension qui monte. Mais je crois que chacun doit prendre sa part de responsabilité pour qu'on puisse régler les problèmes, mais sans arriver jusqu'à une situation qui serait irréversible. Et par exemple, comme 2009, on ne pourra plus, d'autant plus que le contexte sanitaire ne s'y prête pas. Donc là, ce serait la catastrophe. Et je crois que là, c'est nous qui allons peut-être provoquer, si toutefois on devait arriver à cela, provoquer des situations qui seraient vraiment, je dirais, létales, parce que la propagation du virus, ce ne serait pas une très bonne chose pour notre société et pour l'ensemble de notre territoire. Donc là, il va falloir trouver les voies et les moyens pour que les problèmes qui existent, qu'ils trouvent une solution, parce qu'il y a toujours une solution, mais apaiser le dialogue et tenter en tout cas de tout mettre en œuvre pour éviter qu'on soit dans la dynamique qu'il y a eu il y a quelques années. Non, je ne pense pas que ce soit le bon moment. Très bien. En tout cas, cette colère, ces inquiétudes quant à l'avenir doivent être entendues et traitées tout à fait, plus vite. C'est ce que vous dites. Hein? Oui, c'est tout à fait ça, parce qu'il faut traiter. Qui c'est qui doit s'y coller? Eh bien, en fonction, parce qu'il y a différents problèmes. Il y a des problèmes à Gobert, il y a des problèmes dans des secteurs très différents. Donc, il va falloir que dans chaque secteur, en fonction des branches qui sont concernées, qu'il y ait un dialogue et qu'il y ait un dialogue surtout apaisé, qu'à chaque problème qu'on trouve la solution, mais je ne souhaite vraiment pas que ce soit quelque chose qui mette en fait la Guadeloupe dans un chaos, compte tenu de la situation dans laquelle nous sommes déjà.
Donc la situation elle est fragile et très fragilisée. Et il y a des personnes, je dis, qui sont aussi très très fragiles. C'est-à-dire il y a la situation globale, mais il y a individuellement des personnes qui souffrent énormément, qui ne le disent pas et qui souffrent psychologiquement. Ça on le voit, on le sait. Donc il ne faudrait pas qu'il y ait une situation qui contribue en tout cas à rendre impossible ce qui est aujourd'hui possible. Le point de vue de la sénatrice Victoire Jasmin sur l'évolution du dossier de l'eau en Guadeloupe? Oui, alors le dossier de l'eau, c'est un dossier qui est, selon moi, c'est un dossier qu'on aurait dû déjà régler depuis très longtemps. Mais je ne vais pas faire non plus la langue de bois parce que chaque fois qu'on m'a demandé, moi je fais partie d'une communauté d'agglo qui est la communauté du Nord Grande Terre où il y a eu des libérations, il y a eu des libérations concordant des différentes communes concernées où nous avons depuis tantôt, avec l'ancienne présidente déjà, Mme Gabrielle Carabin, pris des décisions de faire partie d'un syndicat unique. Il y a eu de nombreuses étapes après, mais je crois que c'est quelque chose qui devrait déjà trouver son épilogue. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Bon, il y a certes une avancée aujourd'hui, mais je crois que là, nous devons tous faire tout ce qu'il y a en nos possibilités pour que ce problème soit réglé, parce que c'est urgent. Il y a trop de personnes qui vivent sans eau, qui ont des difficultés pour avoir de l'eau, qui doivent acheter aussi de l'eau et qui ont des difficultés pour payer une eau qu'ils n'ont pas. Donc là, aujourd'hui, il y a un certain nombre de dispositions qui ont été prises, notamment entre plusieurs PCI, le conseil départemental qui s'est beaucoup impliqué depuis 2015, depuis un certain temps, aussi pour aider sur certains territoires. Et le conseil régional également. Oui. Maintenant, il y a des discussions aussi avec Cap Excellence. Et je comprends la difficulté aussi parce que Cap Excellence, pour le moment, le président et les élus de Cap Excellence, en tout cas certains d'entre eux, n'ont pas co-signé les premières propositions parce qu'ils émettent un certain nombre de réserves et ils souhaitent vraiment que tout soit mis à plat. Concernant le personnel du SIAG, pour ce qui concerne le SIAG, concernant également l'implication des usagers qui ont besoin d'être aussi impliqués. Et je tiens à tirer mon chapeau sur les différentes associations d'usagers, mais à M. Parent en particulier, parce que c'est lui le premier que j'ai vu depuis des années. Moi, je n'étais même pas forcément très impliqué en politique à l'époque. J'entendais déjà parler de cette problématique et aujourd'hui, on voit bien les conséquences. Donc là, l'implication des usagers. Maintenant, il y a mes collègues Justine Bénin. Oui, j'allais venir. Est-ce qu'on doit passer par la loi? Non, en fait, selon moi, et j'ai eu l'occasion de le dire chez un de vos collègues sur un autre média, il y a quelque temps, à la fin du mois de décembre, j'ai eu l'occasion de dire que bon, ce n'était pas nécessaire, à mon avis. Mais mes collègues ont le droit de pouvoir faire des lois parce que le rôle du parlementaire, c'est aussi de faire des lois. Malheureusement, on aurait pu régler dans les dispositifs de droit commun, ce problème-là, dans la mesure où moi je suis très favorable à la libre administration des collectivités. Donc les collectivités ont le droit de délibérer, de prendre les dispositions. C'est vraiment dommage qu'on ait à arriver jusqu'à la loi, mais si mes collègues ont cru bon de proposer un texte de loi, et à partir du moment où les autres collègues députés parce que ça passe d'abord à l'Assemblée nationale et ensuite au Sénat. Donc on fait des amendements qui permettent aux différents EPCI de s'y retrouver. Eh bien, là, bon, je pense que là, ça ne doit pas être... Parce que même avec la loi, moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait des réactions sur le terrain, que chaque usager ait la possibilité d'avoir de l'eau. Parce que faire une loi, on voit bien qu'il y a des lois sur tout. Et tout ne fonctionne pas bien quand on regarde la situation. Là, il y a déjà dans le droit commun tous les ingrédients pour régler le problème de l'eau. Là, malheureusement, ça n'a pas été fait. Donc maintenant, avec un syndicat mixte ouvert, avec la possibilité, effectivement, d'intégrer des représentants des usagers avec voix consultative ou délibérative, ça, bon, je ne sais pas ce que cela va donner avec des amendements. Et pouvoir également évaluer de façon très transparente également, parce qu'on parle beaucoup du SIAG, c'est vrai, mais il n'y a pas que le SIAG, parce qu'il va falloir évaluer aussi les dettes, parce qu'on parle des dettes du SIAG, on parle des dettes fournisseurs,
mais il y a aussi une régie à Sainte-Rose. On a aussi à la CASBT donc là c'est l'opacité. Donc moi je voudrais que les différents EPCI sachent vraiment à quoi s'en tenir pour pouvoir prendre les décisions les plus pertinentes, les plus cohérentes par rapport à la situation dans laquelle nous sommes. Parce que tout le monde se dit mais qui va payer? Parce que l'État ne va pas tout payer. L'État, dans le dispositif de droit commun, donc c'est nous, mais l'État a failli aussi. Il faut savoir que si la situation est arrivée à ce stade-là, c'est que toutes les sociétés qui avaient des délégations de services publics n'ont pas fait leur job, ils n'ont pas fait correctement leur travail, ils ont été payés. L'État a failli parce que l'État n'a pas fait son contrôle de la légalité comme en temps et en heure et n'a pas non plus pris les dispositions au moment où c'était nécessaire. Et il est vrai aussi que certains élus n'ont pas non plus fait leur travail, n'ont pas été vigilants. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec une situation catastrophique et c'est vrai que ce soit au niveau du département, de la région, et les différents EPCI et maintenant nous les parlementaires, donc il y a cette initiative de mes 2 collègues. Donc on verra ce que ça va donner avec les différents amendements. Et je sais que notre collègue à qui je présente des condoléances, M. Max Massiadin, parce qu'il a perdu son frère, il devait aussi présenter des amendements. Parce que nous avons participé à une réunion il y a quelques jours avec le président de Cap Excellence et ses techniciens et la présidente de Haute Excellence. Et il y avait effectivement un certain nombre de suggestions qui ont été faites. Et je crois que ce soit M. Mathiazin, que ce soit M. Servat, eux, en tant que sénateur, mais aussi Mme Vainqueur-Christophe, qui n'était pas présente ce jour-là, mais qui aussi voulait amender le texte pour qu'il soit un peu plus facile, en tout cas, de mettre en œuvre les différentes dispositions qui seraient retenues. Donc moi, j'attends de voir, en tant que sénatrice, donc c'est après qu'on nous aurons à traiter de ce sujet et à examiner ce texte. Donc je verrai bien en fonction des avancées de mes collègues députés, eh bien, je verrai bien quelle attitude avoir. Mais je crois que ce n'était pas nécessaire que nous puissions, parce que là, ce sera spécifique à la Guadeloupe et ça m'embête d'avoir un dialogue au niveau du Sénat entre Guadeloupéens, alors que là, les EPCI devraient pouvoir régler ce problème-là. C'est vraiment dommage. Mais moi, je respecte, et j'insiste là-dessus, le devoir et les choix qui ont été faits parce que sénateur ou un député ou une députée, eh bien, ils sont là pour essayer aussi faire des lois, donc ils sont dans le cadre de leur mission. Très bien. Merci Victoire Jasmin d'avoir été notre invitée dans cette émission Franc-Parler. Merci beaucoup et merci de m'avoir invité et je tiens, si vous me permettez, à présenter mes vœux pour 2021 à l'ensemble de la population guadeloupéenne et je vous remercie de m'avoir invité. Parfait. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission Franc-Parler sur Éclair TV.